Salut, avant de commencer l'épisode, juste un tout petit message. On a eu un problème de micro au milieu de l'épisode, donc petit disclaimer, voilà, à un moment donné vous allez sentir que le son il est plus d'aussi bonne qualité qu'au début de l'épisode. Désolé, mais c'est comme ça, on n'a pas pu rattraper le truc. Voilà, kiffez bien, ciao. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui mon invité est Jean de la Roche-Brochard, salut. Salut. Donc, Jean de la Roche-Brochard, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le directeur du fonds d'investissement de Xavier Niel. Exactement. Aujourd'hui, on va donc parler levée de fonds. Moi, ce qui m'intéresse sur le sujet de la levée de fonds, c'est comment on lève des fonds. En tant qu'entrepreneur, pourquoi est-ce que je lèverai ? Même, on peut aborder des sujets du type il faut faire attention à quoi quand on lève de l'argent, etc., etc. Ce que je te propose, en fait, c'est de faire un petit exercice pour imager comment se passe une levée de fonds et notamment la relation entrepreneur-investisseur au moment de la levée de fonds. En fait, tu vas être mon cobaye. Exactement. Ça va être très bien. J'ai une idée de start-up. Ok. Et je viens vers toi. Je veux lever de l'argent. Ou pas. On verra. Ou pas. Voilà. En tout cas, là, c'est vrai qu'au final, à l'issue de la conversation, je peux me dire que ça peut être pas intéressant pour moi. Et tu l'as eu quand, cette idée ? Ça fait déjà plusieurs mois. Ok. Que j'ai cette idée. Et tu as commencé à la mettre en place ? J'ai commencé un petit peu. En gros, j'ai fait quelques entretiens utilisateurs, enfin potentiels. J'ai commencé à en parler autour de moi, etc. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Ok. C'est quoi le produit en quelques mots ? Il sert à quoi ? Donc, en gros, ce serait un outil qui permet de faire des outils interactifs de génération de leads. J'explique. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, et notamment pour l'audience, génération de leads. Donc, c'est le fait de générer des prospects. Oui. On va dire ça en français. Parfait. C'est le fait de générer des prospects en ligne. Et donc, la vision de base, c'est aujourd'hui, globalement, la grande majorité des boîtes B2B qui veulent générer des prospects. Elles passent par de la demande de démo, du webinaire, Oui. du e-book, du contenu à télécharger. Moi, je pense qu'il y a... Et par de la pub via de la pub, d'une elle manière ramène le très trafic. direct. Exactement. Ouais. Ok. Moi, je pense qu'il y a un vrai play à faire sur le fait de créer des outils interactifs. C'est comme ça que moi j'appelle ça, du type comparateur, estimateur, calculateur, etc. Ok. Qui est complètement sous-utilisé par les boîtes. Il y a certains secteurs qui font Si ça on très prenait bien. un exemple, tu vois, meilleur taux, tu vois. Par Exactement. exemple. Donc, Tous les simulateurs de meilleur taux, c'est des outils de génération de leads. exactement. Ok. Un secteur qui fait ça très bien, c'est l'assurance. Comparateur d'assurance. Exactement. Voilà. Et je pense qu'en B2B, la grande majorité des boîtes passent à côté de cette opportunité. Alors j'ai une question bête, c'est pourquoi est-ce que tu as envie d'aider les boîtes à développer ces outils et pourquoi tu n'as pas envie de développer ces outils sur certaines verticales qui sont sous-exploitées, qui te permettraient de gagner beaucoup d'argent ? Naturellement, c'est par là que je vais aller. Oui. Je ne vais pas aller toucher l'assurance. Bien sûr, personne ne veut toucher l'assurance. Les coûts d'acquisition sont beaucoup trop chers et dans la comparaison d'assurance, c'est un four, quoi. C'est horrible. Mais en tout cas, tu vois, voilà. Et prenons, tu vois, j'ai vu quelqu'un, il m'avait dit qu'il faisait 5000 prospects par mois sur un comparateur pour trouver le bon matelas. Parce que trouver le bon matelas, quand tu es quelqu'un, c'est galère, quoi. Très bien. Tu pourrais faire la même chose sur des drones, sur des machines à laver, sur Exactement. des plans de travail, sur des conneries. Exactement. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas identifié de verticale particulière. Voilà. Il y a peut-être certains domaines dans lesquels je ne veux pas aller parce que d'après les entretiens utilisateurs que j'ai faits, ça risque d'être un petit peu trop galère, etc. Et notamment sur la connexion avec les bases de données et la data que tu es en mesure de donner, tu vois, les comparateurs, etc. Ok. Ou, tu vois, je vais te prendre un cas concret parce qu'on a parlé du cas de l'assurance. Et Parfait. donc, par exemple, j'ai discuté avec Alan. Oui. Et en fait, Alan, ils me disent, oui, mais ok, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais en fait, la data qui va nous permettre de faire les calculs, c'est une base de données hyper lourde de notre côté, etc. Oui, alors elle existe, on avait financé une boîte qui s'appelait Mister Assure, qui avait été créée par Ralph Ruimi, l'ancien CEO d'Empruntis, qui a depuis créé Achille, qui est un assureur. Et en fait, Mister Assure se connectait à toutes les bases de données des assureurs pour pouvoir comparer les offres en temps réel. Il s'était un peu buté à créer ça, mais une fois qu'il avait créé, c'était hyper robuste, quoi. Ouais. Mais c'est très tailor-made, très verticalisé. C'est moins industrialisable que plein d'autres verticales, plus facilement industrialisables. Et du coup, maintenant, si on a compris que le but, c'est de générer du prospect sur des verticales dans lesquelles les gens ont sous-estimé en fait, la puissance des calculateurs, comparateurs, etc., c'est quoi le cas dans lequel tu te dis je développe un outil que je mettrai à disposition de gens qui veulent le faire et pourquoi tu le ferais.
et le cas où tu te dis, bah, je vais identifier les bonnes verticales et je vais le faire, quoi. Moi, là, actuellement, en l'état, mais ça, c'est un truc sur lequel je suis OK de me faire challenger, c'est de me dire, je pense que, et ça, c'est vraiment un truc à la suite des entretiens que j'ai réussi à faire avoir. dire aux gens, quoi, c'est que une des raisons pour lesquelles les gens le font pas, en fait, il y a deux raisons aujourd'hui pour lesquelles les gens le font pas. C'est un, techniquement, c'est trop lourd, il n'y a pas d'outils faciles pour le faire, tu vois. Je te prends le cas de C'est vrai. Typeform. Non, mais tout à fait. Voilà. Un comparateur, c'est tout le temps les mêmes, et pourtant, il semble pas y avoir d'outils pour pouvoir les faire à la volée. Ok. C'est constamment développé en propre, voilà. J'achète. La deuxième chose, c'est les gens n'ont pas les idées. Oui, mais donc cette deuxième partie, elle est en ta faveur pour les faire toi-même. Exactement. C'est ah non, moi je l'envisageais pas comme ça. Et non, parce que si tu me dis, en gros, il y a des mines d'or, je vais donner aux gens donc, des pelles donc, pour aller creuser dans la mine. Et en plus, en fait, grâce à ces pelles, ça va leur donner l'idée d'aller creuser dans plein de mines, quoi. Et si la mine, elle est là, moi, je serais toi. Franchement, j'irais la creuser, quoi. Tu vois, je sais pas pourquoi j'irais filer la pelle à un autre. Tu as ton générateur de comparateur et ton générateur de calculateur. Si tu arrives à identifier 10 verticales qui crachent, franchement, c'est la guerre. Tu peux essayer de le fournir à... Après, si ça se trouve, tu vas dire non, parce que je me suis rendu compte que mon marché était tellement profond qu'il y avait des milliers de calculateurs qui étaient... qu'on pouvait créer, et que si ces milliers de calculateurs, bah, ces gens-là me les payent, je sais pas moi, 100 € par mois, bah, en fait, je fais mon 1,5 million récurrent tous les ans, tranquille, avec 1000 calculateurs comparateurs que les gens ont développés, et j'en fais autant d'ailleurs qu'il y en a de langues, donc ça se trouve, demain, des comparateurs, j'en ai 10 000, quoi. Peut-être que tu me dis, j'ai une profondeur de marché qui fait que je veux pas le faire moi-même, je vais plutôt empower un tas de gens à le faire eux-mêmes. La logique pour moi, ce serait plutôt de, dans un premier temps, faire les choses moi, mais pour templatiser les choses, créer du template, Comprendre. créer du widget, etc. Et ensuite se servir de ces choses-là pour donner les idées aux gens et leur permettre de les exécuter de manière rapide. Très cohérent. De quoi tu as besoin pour faire ça ? De tech et de marketing. Ok. T'as une idée, t'as besoin de 1, 2, 3 tech, tu penses ? Non. Là, en l'état, je sais pas. Je pense que 1-2 personnes, ça peut suffire. Je pense aussi. Et après, c'est le marketing et du sales. Et je pense au début que ce qu'il faut faire, donc, c'est créer du template, etc. Donc, en fait, c'est un vrai taf de sales. Même si ma vision à terme, c'est que ce soit un vrai taf de market. Pourquoi du marketing et du sales, sachant que les premiers, t'as envie de les lancer toi-même ? Parce que faut que j'aille les plugger chez les boîtes auxquelles je pense. Donc, il va falloir que j'aille négocier avec elles. C'est pour ça que j'envisage, c'est vraiment ce côté sales. Je pense qu'au début, J'ai c'est un peu une compris. boîte de service, tu vois. C'est, je vais contacter, je reprends l'exemple de Alan, même si du coup, c'était pas le bon Prenons l'exemple des matelas. Matelas. C'était un bon exemple, ça. Je vais voir la boîte qui vend des matelas. Ouais. Et je leur dis, bah voilà, les personnes qui viennent sur votre site, en fait, ils sont en train de galérer à identifier le bon matelas. Ça nique votre taux de conversion. Moi, je vous propose de faire un outil qui va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion parce que vous serez en mesure de proposer le bon matelas à la bonne personne. Ok, intéressant. Donc là, on parle de 2 choses différentes. Une que tu viens de dire que j'avais pas vu ou pas compris. Moi, je pensais la comparaison de plusieurs marques de matelas. C'est-à-dire que je te donne, tu me dis voilà qui je suis, je te dis voilà le type de matelas, et il y a 3 marques que tu peux acheter avec tel range de prix, tel range de qualité. Genre, je deviens le furet pour l'assurance, mais exactement, dans le matelas. version matelas. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, sur une marque qui aurait beaucoup de produits, tu peux les aider à... Exactement. C'est plus comme ça que je l'envisage, en effet. Intéressant. Et donc là, on est dans le cas du comparateur, donc, où effectivement, il te faut beaucoup de produits. Oui. Tu as par exemple un calculateur, calculer le ROI de tel truc, calculer machin. Ou après, tu vois, ça peut être aussi des systèmes de quiz de personnalisation. Tu vois, je veux dire, une marque comme Épicure ou tu vois, les cures, compléments alimentaires, etc. Bon, bah, lequel il vous faut ? Bon, bah, en fait, tu remplis un questionnaire, c'est un truc un peu personnalisé. À la fin, tu as ton truc personnalisé. Pour moi, la tech, c'est un peu la même chose, tu vois, le moteur. Alors maintenant, si on part du principe que l'ensemble de ces idées sont des bonnes idées, les faire toi-même, les proposer à des marques ou faire un comparateur. Donc là, en fait, on a 3 pans du business, tu vois, qui sont assez bien identifiés. Laquelle te parle le plus et pourquoi ? Moi, celle qui me parle le plus, c'est... Donc là c'est un peu la vision. Pour moi, la vision, ce serait le Typeform du calculateur, etc. Pourquoi ça te plaît, ça ?
Parce que... Et après, j'ai donné la bonne réponse. Vis-à-vis du VC. Pourquoi ça me plaît C'est ce qui touche le plus grand monde, c'est ce qui scale, c'est ce qui est le plus ambitieux. Et ben voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Exactement. Ok, intéressant. Alors du coup, quand tu rencontres un investisseur sur un projet comme ça, moi, en gros, tu as une idée, t'as pas de tech, faut que tu la lances. La chose que je dois évaluer, c'est pourquoi toi. Tu vois, c'est genre. Ok. Donc pourquoi maintenant, ça a priori, tu vois, quand on parle du marché, etc., c'est assez clair. Ouais. L'Internet fourmille d'informations, les sites fourmillent d'informations, les gens s'y retrouvent pas. À un moment donné, pour s'y retrouver, tu fais un calculateur, un comparateur. Il n'y a pas d'outil simple pour le faire, comme tu fais un formulaire de contact. Je veux régler ça comme ça. Boum, ok. Pourquoi toi? Tu vois, qu'est-ce que tu as fait dans ton... Et je vais te poser la question différemment pour t'aider, c'est qu'est-ce que tu as fait dans ton passé qui démontre que... Je suis la bonne personne. Que tu es la bonne personne, que tu as la bonne énergie, que tu as le bon process, que tu es capable de recruter les bonnes personnes, de bosser avec elles, de leur faire shipper le produit, de le vendre et tout. Je suis la bonne personne parce que, bon, déjà, le problème, je le connais bien. Donc moi, je suis l'ancien CMO de Germinal. Là, maintenant, j'ai cofondé Bulldozer. On accompagne des entreprises justement dans des sujets de croissance, etc. Et quand on est confronté à des problématiques de conversion, notamment en B2B, eh ben, j'ai les idées. J'ai les idées des calculateurs, des comparateurs, etc. Et j'arrive à les convaincre, mes clients, qu'il faut mettre ça en place. Okay. Le truc, c'est derrière, ok, mais comment on le ship? Très bon point. Voilà. Donc moi, je pense que le problème, je l'ai bien identifié, j'ai déjà été capable de le traiter avec des clients en direct. Je pense que j'aurais pas non plus de mal à vendre le truc, en fait, de cette façon-là. Voilà, c'est déjà premier point. Et ensuite... Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est sur capacité à recruter, développer, lancer le produit. Tu vois. Alors là... Plutôt d'ailleurs, pas la partie lancée, puisque tu bosses déjà avec des clients, donc oui. tu es entrepreneur. Ouais. Plutôt sur la partie produit, tu vois, tech. Ok. Alors moi, dans mon cas, je dirais... sur la partie recrutement, etc. En tant que CMO chez Germinal, j'ai déjà fait du recrutement, voilà. Avec Bulldozer, bon, même si on ne fait pas du recrutement de salariés, on fait du recrutement de freelance d'une certaine façon, mais ça fait quand même partie du job, d'identifier les bonnes personnes, etc. Donc là-dessus, je pense que j'ai l'expérience. Et après, sur le côté vraiment exécution, je reprends mon exemple de Germinal, mais donc l'antichambre, qui est le produit de formation qui était sorti, c'était... j'ai directement participé au fait de lancer ce truc-là. On était deux avec Léo, qui est juste là. Et donc, shipper du produit, il n'y a pas de problème. Ok. A priori. Il y a un aspect technique qui est... Tu voudrais un CTO associé minoritairement au capital, par exemple? Ou en 50-50, enfin voilà. Je l'ai déjà. C'est-à-dire? J'ai déjà un associé sur ce business, avec qui on discute, etc. Mais qui est tech? Qui est tech. D'accord. Il est développeur. Bon, bah tu l'as. Voilà. C'est super. Et donc, lui, son track record, c'est il a une agence de développement. Donc, il a 13 salariés. Ok. Donc, cette partie-là, il saurait aussi la gérer. D'accord. Bon, c'est un peu technique. Il a des salariés, il a une autre boîte, machin et tout. Faut qu'il le fasse. C'est des petits détails. Il va falloir régler ça de manière un peu structurée, quoi. Voilà. Donc ça, il faudra que tu le règles. Ça fait partie des espèces de zones de brouillard. À un moment donné, il faut mettre les choses au clair. Tu vois, sur être full-time sur un projet comme celui-là ou... La question, en fait, c'est que donc, c'est génial parce que tu as Bulldozer d'un côté, lui, il a sa boîte de développement technique de l'autre. Donc, vous êtes tous les deux des boîtes de services dont votre job, c'est de générer du cash. Ouais. Normalement, si tout se passe bien, vous générez suffisamment de cash pour participer à part égale au développement du projet et ne jamais avoir besoin de gens comme moi chez toi. Ok. Maintenant, ce truc-là est pas antinomique, mais ça veut dire que pendant que vous allez faire ça, vous allez faire d'autres choses à côté. Le focus va être pas 100% là-dessus. Ouais. Et quand tu dis ça touche plein de monde, c'est le truc qui scale le plus, c'est le plus ambitieux, moi je te titille en te disant pourquoi tu fais pas que ça du coup, tu vois. Bon, là c'est l'exercice. Ouais. Et la réponse, il y en a plein.
tu vas me dire, mais en fait, moi, j'aime être au contact du client et le service, j'aime le faire et être en maîtrise de mon destin et de mon cash, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est pas moi qui bosse avec Xavier Niel qui a 100% de sa boîte qui veut te dire le contraire, tu vois. 100%. Donc voilà. Et donc ça veut dire quelle place ça a pour des business angels, investisseurs comme nous dans un truc comme ça. Mais moi j'aime bien les setups un peu exotiques, me dire si vous avez tous les deux des boîtes de service, mais que vous êtes committed, tu vois, à part égale sur ce sujet-là, peut-être qu'il y a un truc quoi. Ok. Admettons demain on passe full time. Demain tu passes full time, et je te le dis là, hein, tu vois, donc tu l'as là. Nous on te mettra un ticket entre 100 et 150 000 euros à condition que tu lèves à minima à 500 000 euros sur une valo qui te déluera à plus de 20% sur le total que tu lèveras. Ok. Voilà. Très bien. C'est marqué là. Et donc, ok, il faut lever 500 000 euros. Donc ensuite, c'est à moi dans cette situation, c'est à moi d'aller trouver des business angels, tu vas d'autres voir fonds. plein de gens. Tu vas aller voir Greg, tu vois, de Germinal, à qui tu vas dire, tiens, Yakima qui m'a dit qu'il me mettait 150 000 euros si j'arrivais à lever au moins 500 000. Tu penses à qui ? Il va te donner 3-4 noms, il va te présenter à ses investisseurs, tu vois, qui sont j'ai arrivé first. Il y a d'autres personnes, et puis à un moment donné, tu vas faire le tour d'investisseurs, et puis ces gens-là, il y en a, tu vas leur dire qui m'a investi, et puis ils vont du coup s'autoriser à te proposer un rendez-vous, et après, il faudra que tu arrives à les convaincre. Ok. D'ici là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas muscler un peu ton game. Donc tu vas prendre autant de cas que possible sur là où les calculateurs ou les comparateurs sont des produits intéressants. Tu vas démontrer que ces 500 000 euros, en fait, ces 500 000 euros qui te permettent de bootstrap l'activité, de rapidement la mettre, tu vois, de sortir le produit. Parce que comme on ne sait pas tu vois, jusqu'où ça va aller, quel type de boîte t'en fais. Après, il faut que tu aies au moins ce luxe-là de choisir si tu veux une boîte qui scale très vite, donc qui recrute beaucoup, qui brûle un peu plus, qui lève plus d'argent, ou si tu veux faire une boîte qui, en fait, parce que c'est ton ADN serviciel, et c'est l'ADN de ton associé aussi, en fait, vous voulez grossir de manière beaucoup plus organique et proprement que d'autres boîtes qui lèvent beaucoup d'argent pour cramer vite, quoi. Il y a une bonne réponse ? Il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a des éléments exogènes qui sont que tu es dans un marché. Dans tout marché, tu as de la pression concurrentielle. La pression concurrentielle, c'est toutes les autres personnes qui vont copier-coller ton produit parce qu'ils vont le trouver top pour pouvoir te concurrencer. Ça peut aller d'un HubSpot jusqu'à je sais pas qui d'autre, tu vois, ou un entrepreneur qui se dit ils vont pas assez vite, je vais faire comme eux. Plus le produit est bête, technique et bourré de bon sens, moins tu as de edge, moins tu as d'avantages compétitifs. Ton avantage compétitif, c'est ta rapidité d'exécution du produit. Bien sûr. Et ta rapidité, et ta qualité en tant que marketeur pour générer du lead, justement, et vendre et le vendre. Il va falloir être malin, tu vois. Tes comparateurs, tu vas les offrir à des petites marques peut-être qui n'ont pas les moyens, avec un template en dessous, tu vois, généré par, je sais pas comment ça va se passer. Il y a 1000 trucs, c'est ton métier, tu le connais mieux que moi. Bien sûr. Mais donc ça va être intéressant. Mais il n'y a pas de bonne réponse, puisque on a toujours une pression extérieure liée au marché qui est là. Et après, c'est ta capacité à faire les choses vite et bien, ce qui est jamais facile. On ne court pas un marathon en sprint, et si tu cours un sprint en marathon, tu perds. Hein. Oui. Mais toi, en tant que VC, tu préfères pas une réponse par rapport à une autre ? Non, pour plusieurs raisons. Donc, peut-être que je suis différent d'autres VC, hein, mais d'abord, avec Kima Venture, on finance des entrepreneurs qui progressent. Ça veut dire qu'on va te financer à un instant T, tu vas progresser dans ta learning curve, dans ton execution curve, dans ta boîte. Et à mesure que tu vas progresser, ton état d'esprit vis-à-vis de ta boîte aussi va probablement évoluer, quoi, tu vois. Peut-être que tu vas évoluer avec beaucoup plus d'ambition que tu avais prévu, ou peut-être que tu vas évoluer en te disant non, mais moi, je ne veux pas me buter, en fait, cette boîte-là. Si je la revends demain 50 millions, je suis très content. Et tes investisseurs, si tu la revends 50 millions alors que tu as levé à 2 500 000 postes, ils sont contents aussi. Tu vois, ils vont faire 20 fois la mise, ça va, c'est pas grave. Hein. Tu vois, 20 fois la mise. C'est pas grave, ouais. Moi, je te le dis, 20 fois la mise, ça me fait. Quand tu te bouffais les pattes, quoi. Parce que quand on fait 100 deals par an, si tu fais 20 fois la mise sur 150 000, je gagne que 3 millions d'euros, tu vois. Donc, c'est bien, et en même temps, c'est juste un peu de beurre dans les épinards. T'as d'autres ambitions ? Toi ? Oui, mais mes ambitions, j'ai envie qu'elles soient alignées avec les entrepreneurs. 100%. Parce que c'est con, hein. C'est pas moi qui bosse. Ouais. Donc, moi, mon job, c'est
pas te dire quoi faire, et c'est surtout pas te mettre dans une position qui est pas celle qui te ressemble, parce que c'est le meilleur moyen de te tuer, quoi. C'est comme un entrepreneur à qui on va... Il y avait une boîte... je suis désolé, je ne citerai pas le nom, parce que le VC depuis a quand même bien meilleure réputation, il a bien bossé, mais elle avait pu se vendre pour 200 millions, et le VC, tu vois, qui trouvait que ça faisait pas assez de perf et que c'était pas assez ambitieux, avait dit non, et il avait le droit de bloquer, donc il a bloqué la vente. L'entrepreneur, dans les 2 mois qui suivaient, il faisait une dépression et la boîte se revendait 20 millions d'euros à la casse 3 ans après. Voilà, nous, notre job, c'est de financer les entrepreneurs en espérant que leur ambition grandisse à mesure que le projet grandit. Tu sais pas où ça va aller, mais il faut le respecter. Tu veux juste que à la fin, il y ait des... le rendement soit cohérent. Donc le rendement, c'est moi, j'investis de l'argent chez toi, tu vas le mettre au travail. Il faut que cette équation au global, à la fin, elle fasse sens, quoi. Ok. Moi, en tant qu'entrepreneur, je peux aussi te poser la question de pourquoi toi en tant que VC ? Ah ouais, tu peux me poser la question pourquoi moi en tant que VC. C'est une très bonne question à poser d'ailleurs. Et la réponse, en tout cas du côté de Kima, c'est que on te dira toujours les choses très franchement, mais on ne te fera jamais de crasse. Donc ce truc-là, il est important. Je pense qu'on a les yeux en face des trous et on tremble pas devant quand c'est la merde. En fait, les bons et les mauvais entrepreneurs, tu les vois quand c'est la merde. C'est là que tu vois leur réaction. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours. Oui. C'est facile de bien se comporter quand tout va bien. C'est clair. C'est quand c'est la merde que tu vois vraiment le vrai visage des gens. Donc nous, on est, je pense, pas stoïque, mais on est très calme vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis des emmerdes, vis-à-vis des états d'âme des entrepreneurs. Et donc ça, ils le savent, et je pense qu'ils nous le rendent bien. Je crois qu'ils sont assez reconnaissants du fait qu'on les comprenne, quoi. Donc c'est un premier truc. Et on les comprend notamment parce qu'on est le proxy de Xavier, qui est un entrepreneur lui-même. Et on bosse pas pour lui pour rien. C'est aussi parce que tu vois, ça match, quoi. On a la même philosophie d'accompagnement. 2, on voit énormément de choses. Donc moi, on voit passer 10 000 boîtes par an, on en rencontre 1000, on en finance 100, on en a 1200 dans le portefeuille. On a des réflexes qu'aucun autre VC n'auront sur ta boîte en un temps record. C'est tout bête. Et c'est pour ça d'ailleurs que qu'on faisait pas avant et ce qu'on fait maintenant, c'est que avant on disait aux entrepreneurs, quand tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Et en fait, les entrepreneurs t'appellent jamais. Donc maintenant, on a un système où les nouvelles boîtes qu'on est en train de financer, on fait une expérimentation où toutes les 5 semaines, on prévoit un call avec eux pour faire un petit point de là où ils en sont. Et on remarque très régulièrement qu'on arrive à mettre le doigt sur quelque chose qu'ils n'avaient pas vu avant. Donc notre job, c'est d'aider l'entrepreneur à être clairvoyant en posant les bonnes questions et en l'aidant à mettre le doigt sur les choses qui fâchent, sur les choses qui sont importantes, ou celles même qui ne le sont pas, quoi. Et ensuite, je ne sais pas si parmi les 1200 boîtes, il y en a qui peuvent être clients de ta solution, mais je l'espère. Et dans ce cas-là, tu auras tout gagné. Ok. Et pour quelle raison je peux t'appeler ? Pour n'importe quelle raison. N'importe. Et surtout quand ça va pas. Ouais. Voilà. C'est vraiment un truc, faut pas que j'hésite. Moi, j'ai la belle vie pour que tu puisses venir me voir en chialant avec tes états d'âme, parce que je tremblerai pas. C'est vraiment ça, le truc. Ça t'arrive souvent, ce genre de conversation ? Ouais, tout le temps. Ah ouais. Dimanche dernier, à milieu d'après-midi, texto entrepreneur. Ah putain, Jean, je pose des questions, t'es dispo quand ? Tout de suite, appelle-moi. Il m'a appelé, on a resté une demi-heure au téléphone et voilà. Ok. Excellent. Est-ce que il y a en ce moment, je reviens un peu sur un côté un peu macro, je sors un peu de l'exo, mais est-ce qu'en ce moment il y a des marchés ou est-ce qu'il y a des trends de marchés sur lesquels vous vous dites c'est quand même beaucoup plus intéressant de financer ce type de boîte, ou alors est-ce qu'il y a un type de boîte que vous financez absolument pas ? Je te donne un peu moi ma vision du truc. Tu vois, naturellement je me dis e-commerce, peut-être pas le truc que les VC veulent y mettre les pieds. Hardware, bon, j'ai l'impression que j'ai raison. Motus. Par contre, en ce moment, je pense qu'il y a un vrai play sur le Web3. Ouais. Les SaaS. Ouais, on aura toujours. As usual, quoi. Donc, il y a des... En fait, il y a des sujets sur lesquels on a des no-go qui sont soit très stricts, soit absolus.
le hardware, parce que c'est très, 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 très dur. Qu'il faut te renouveler en permanence, que à distribuer, c'est compliqué, que créer un modèle de repeat sur du hardware, c'est chaud. Enfin, bref, c'est l'enfer. Le e-commerce, parce qu'en fait, tu passes ton temps à racheter tes clients, puisque tu es en compétition avec d'autres gens qui eux aussi rachètent leurs clients. Donc, c'est un jeu à somme nulle. Le jeu à somme nulle, c'est jamais très bon. Mais dans le même temps, est-ce que les marketplaces sont des bons business? Les marketplaces sont des business difficiles, parce que c'est des business où tu as l'impression que tu as du volume avec une offre et qu'une demande. Mais toi, en tant que tiers de confiance, le niveau d'emmerde que tu gères d'un côté ou de l'autre, c'est extraordinaire, quoi. Et donc, c'est des sujets compliqués. Ça, c'est hyper excitant. Il y a plein d'opportunités. Et en même temps, des opportunités qui scalent vraiment, qui deviennent grosses. Il n'y en a pas beaucoup non plus, tu vois. Web3, on adore parce que c'est le sens de l'histoire. Et en même temps, il y a beaucoup de bruit là-dedans, donc il faut faire les bons choix. Moi, j'adore le consumer social, tu vois, les Zenly, Biril, Co. C'est ma cam. Et par contre, tout ce qui est D2C, on n'y touche pas, tu vois. Tu me dis, j'ai inventé le déodorant du futur, ça m'est égal. Parce qu'en fait, il y a 100 mecs qui ont inventé le déodorant du futur. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas gagner? Il y a un mélange de réalité économique entre ton coût d'acquisition, combien tu vends tes produits et la marge que tu vas faire, et puis un sujet de brand. Et la brand, ça va être long. Et ta capacité à créer une brand sur les 10 prochaines années, je ne sais pas, c'est laquelle. Donc, je pense qu'il y a des sujets qui sont des sujets de spécialistes sur lesquels on n'est pas armé. Tu vois, hardware, très spécialiste, on n'est pas armé. D2C, très spécialiste, on n'est pas armé. Et voilà. Et après, tout le reste, on est curieux. Le nombre de boîtes qu'on voit où on n'avait jamais pensé à ça, et on se dit « Ah putain, c'est génial !» Il y en a une tonne. La dernière en date, c'est l'ancien fondateur d'une boîte consumer sur laquelle on a passé 5 fois. Il remonte une boîte qui fait de la location de matériel événementiel. Le marché est monstrueux, tu vois. C'est débile comme truc. Les mecs sont sur Excel, au téléphone toute la journée, c'est galère. Y a pas de... Enfin, tu vois. Donc, il y a des logiciels de gestion d'inventaire en SaaS qui se sont créés. C'est un truc marrant. Et de l'autre côté, il y a une marketplace comme ça qui met en contact l'offre et la demande sur le matériel événementiel qui va se mettre en place aussi. Et c'est intéressant. Tu vois. Et ça, j'y avais jamais pensé avant. Pourquoi pas? Et ton histoire, là, calculateur, comparateur, moi je trouve ça cool. Chaud. Canon. Il y a 2 heures, 2 heures, j'y pensais pas. Oui, bah après, on a financé une autre boîte. Après, je suis sensible au sujet parce qu'on a financé une boîte qui crée des portails. Ok. Justement de comparateurs sur certaines verticales. Donc le sujet me parle parce que je sais que c'est un sujet bien exécuté qui crache, quoi. Mais le côté SaaS pour le mettre chez toi sur ton site en self-serve, c'est cool. Ok, canon. Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi les questions? Enfin, tu vois, là, on a fait du coup un petit échange, donc les gens, je pense qu'ils voient un peu le type de questions que tu es en mesure de poser, etc. Mais moi, ça m'intéresse aussi de savoir ce qui se passe dans ta tête au moment où je te donne toutes ces informations pour que tu puisses te dire, ok, en fait, effectivement, ça peut sembler intéressant. Donc, le job d'un VC, c'est de voir le présent clairement. Parce que tu sais pas de quoi le futur est fait. Donc, c'est bien de se projeter, mais il faut se projeter avec raison. On reçoit énormément d'informations. Donc, bon esprit de synthèse et extraire les éléments importants qui te permettent de prendre la décision. Sachant que si tu veux une raison de ne pas faire le deal, il y en a 1000. Toi, en tant que VC, tu veux dire? Plein de raisons de ne pas faire le deal. Je fais pas ton deal parce que je pense que la taille du marché n'est pas assez grosse. Parce que le panier moyen par client et le temps que tu vas mettre à les closer va peut-être un peu trop long. Parce que tu vas te faire copier en 2-2. Parce que si ça se trouve, il y a 3 acteurs américains qui font ça que tu n'as pas vu. Parce que tu ne l'as pas fait avant. Et donc, monter une équipe de sales sur un sujet SaaS comme ça ne s'improvise pas. Et je préfère financer une boîte qui sait déjà. Parce que c'est trop tôt et que j'ai envie d'investir plus tard. Parce que tu as une boîte de service et que j'ai peur que tu n'arrives pas à faire autre chose que ça. Parce que ton associé, c'est pareil. J'ai 1000 raisons de ne pas faire ton deal. Mais moi, je ne m'attache pas à ça parce que sinon, je fais aucun deal. Tu vois, c'est marrant parce que tu as mentionné la concurrence. Ouais. Moi, perso, là, dans l'échange qu'on a eu, j'ai trouvé ça très surprenant que tu me poses pas de questions sur la concurrence, sur l'état du marché. Parce que, d'abord, ce que je fais, c'est tais-toi. Parce que, en fait, d'abord, il y a un truc de last mover advantage. En fait, toutes les boîtes existent et existeront en 100 exemplaires. Grosso merdo. Tu peux passer après les autres ou avant les autres, mais à un moment donné, tu vas être le copieur ou le copier, quoi.
ou en tout cas l'instigateur, ou tu vois, ou celui qui va inspirer les autres. Donc, à un moment donné, on va le regarder ensemble, tu vois. Genre, c'est quoi Et on a parlé d'UpSpot, de choses comme ça et tout. Ouais, la concurrence, tu vas la voir. Mais c'est pas le premier sujet qui m'intéresse. Ah, mais tu vois, c'est important parce que notamment les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, tu vois, la concurrence, c'est toujours un sujet de ouais, mais il y a déjà quelqu'un sur le marché qui fait ça. Et moi, systématiquement, je leur dis, bah, il faut juste être meilleur. Oui, et d'ailleurs, on pose souvent la question. Donc, quand on parle des sujets marché sur une levée de fonds, on parle de quelle est la cible initiale que tu vas aller chercher et comment est-ce que tu vas étendre cette cible. Donc, toi, par exemple, tu vas pas aller voir les assureurs. Tu vas aller voir d'abord Les matelas. ouais, les gens qui ont une gamme de produits avec 5 à 15 produits, avec 10 à 15 paramètres par truc, parce que c'est là qu'il y a une longue tail, parce qu'ils ont du monde qui vient, je sais pas, tu vois, c'est quoi ta cible initiale, mais c'est quelle est ta cible initiale, comment tu l'étends, dans quel environnement compétitif évolues-tu, et environnement compétitif, il est très large. C'est à la fois les généralistes, HubSpot est un de tes compétiteurs. Ouais. Typeform aussi. Typeform est un de tes compétiteurs. Le do-it-yourself est un de tes compétiteurs. 100%. Donc, et moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que tu te positionnes par rapport à eux, et si tu as vu aussi les compétiteurs frontales que tu avais en face de toi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi ta secret sauce? Qu'est-ce qui te différencie des autres, tu vois? Et ce qui te différencie des autres, c'est très simple. C'est que tu as fait du marketing pendant des années, que te faire de la lead gen, c'est ton métier, et que ta capacité à créer de la lead gen sur cette catégorie de produits, normalement, c'est pas trop de la merde, t'es imbattable. Donc moi, je crois sur ta capacité à générer beaucoup de volume de leads, parce que c'est ce que tu sais faire historiquement sur ton métier. Voilà. Mais c'est ce track record que j'ai à titre perso qui vient aussi apporter... Sans ça, je pense que c'est chaud. Ouais. C'est chaud parce que d'abord, ça crée pas d'ancrage à ton sujet. Genre, c'est quoi ton ancrage au sujet? Tu peux dire, ah, je me suis levé un matin, je dis, tiens, je vais faire un truc, je dis sur un comparateur, je dis, ah, je fais un comparateur pour tous. Ouais, c'est bon, mon Dieu. Genre, les gens qui ont des idées ce matin en se levant, il y a un président de la République qui a eu une idée en se rasant un jour, tu vois. Donc on s'en fout. Mais dès que t'as un ancrage, tu vois, ça rend l'histoire palpable, tu vois, tangible, sympa. Ok. Là, ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser à Payfit. Moi, de ce que je connais de l'histoire de Payfit, c'est qu'il n'y a pas d'ancrage avec les entrepreneurs. Ouais, alors. Donc, en quoi c'est le cas particulier? Donc, le cas de Payfit, c'est un... donc, Firmin, il fait un peu de vélo aussi, le CEO. Moi, j'ai roulé avec lui il y a pas longtemps. C'est un compétiteur, mais hors pair, quoi. Le mec en fait, ne joue pas pour jouer. Le mec ne joue que pour gagner tout le temps, quoi. C'est un truc de malade. Et avec toujours le bon esprit. Donc, c'est très agréable. Quand il était en banque d'affaires, en fait, c'était pas une bonne ligue pour lui. Il voulait la grosse ligue. La grosse ligue pour un mec comme ça, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est pas l'entrepreneuriat facile, c'est l'entrepreneuriat face nord. Donc, il a pris toutes les phases les plus difficiles, sortie d'école, un sujet merdique qui est la gestion de la fiche de paie, etc., etc. Et en fait, moi, quand je l'ai rencontré, il avait pas cet ancrage dont tu parles. Et par contre, il avait bourriné déjà. Ils avaient reverse engineeré les conventions collectives sur un tableur Excel. Ils avaient commencé à développer leur moteur. Ils avaient généré leur première fiche de paie en test. Genre, en fait, les mecs, tu les as mis sur un vélo et puis c'était pas posé la question, vous avez pédalé, quoi. Ouais. Et ce truc-là est hyper marquant. La force de progression. Et après, le truc, c'est que je lui ai fait un retour. Il m'a montré son pitch deck. Je lui ai fait un retour. Le lendemain, il est revenu. Non seulement son pitch deck était meilleur suite au retour que je lui avais fait, mais en plus, il avait intégré ou pas les bons éléments en fonction de mon feedback. Donc, il avait réussi à se réapproprier son deck, malgré le fait que mes retours étaient juste liés à mon prisme, à moi, quoi. Et je me suis dit, un mec qui avance, qui se bute comme ça, et qui a une capacité de remise en question, de progression aussi forte, il a beau avoir, quel âge, 23, 24 ans, tu vois. Ouais, c'est ça. 24 ans, 25. Jeune. Il a beau être très jeune, il va faire un carnage. Et il va passer par des phases difficiles. Et ils sont passés par des phases très difficiles. Mais c'est un des meilleurs. J'ai l'impression, tu vois, si je crante un peu ce que tu es en train de me dire, j'ai l'impression qu'il y a d'un côté l'entrepreneur qui a un track record et qui est capable de te convaincre sur une idée basée sur le track record. Oui. Et après, tu as les autres qui sont pas capables de te convaincre sur une idée, qui sont capables de te convaincre sur l'exécution qu'ils ont été en mesure de te montrer. Ouais, tout à fait. Et après, il y a des signaux faibles merdiques. Je donne un exemple, un deal que j'ai pas fait, c'est Conto. Bon, Conto, je l'ai pas fait pour les raisons suivantes.
Ils avaient fait une boîte avant qui était une boîte de cigarettes électroniques qui s'appelait Smoke.io, un truc comme ça, je crois. Donc déjà, je voyais pas le lien entre Smoke.io et la banque. Le padré d'un des fondateurs, c'est le patron de la BNP. Je me suis dit, il fait ça de manière opportuniste. Il fait pas ça par ancrage, en fait. Il fait ça par mimétisme. Et par ailleurs, dès qu'il aura une opportunité de vendre ça, 200 millions au premier venu, il le fera, quoi. Et en plus, j'avais une bad ref sur un de leurs mecs initial. Et donc, j'y suis pas allé. J'y suis pas allé. Et ils m'ont demandé 2 fois, tu vois, genre, ah, t'es sûr que tu veux pas investir et tout. Parce qu'en seed, hein, là, ça valait rien, ça valait peut-être 5 millions d'euros. Et la dernière levée, c'était 4 milliards. Peut-être que ça vaut pas 4 milliards, mais bon, c'était quand même 4 milliards dernière levée. Et en fait, je me suis laissé avoir sur ce truc-là. Mauvais judgment call. Ok. Voilà. Ça arrive. Ah ouais, il y a d'autres raisons aussi qui m'ont fait passer, mais j'ai pas vu les signaux. Et ça, c'est intéressant, c'est leur investisseur précédent avait décidé de réinvestir dans la nouvelle boîte. En fait, le signal, il était là, je suis con. Ouais. Ouais. Il y avait qu'un signal à aller chercher, c'est celui-là. Ça, c'est un signal fort. Bah ouais. Parce que tu as tout vu. Donc, tu sais qu'en face, tu finances des bons si tu les refinances. Tu sais pas où ils vont aller, tu sais que tu les refinances. Donc, toi, ton optionnalité chez Kima de mettre 150 000 euros chez lui, c'est un no-brainer. Fallait le faire. On apprend. T'as mentionné que t'avais eu une bad ref sur quelqu'un de leur équipe. Ouais. Salarié? Salarié, cofondateur. Pas beaucoup du capital, mais bon, c'était quand même la 3e personne la plus importante de la boîte. Et du coup, tu fais ce travail-là? Plus. J'ai fait plus de ref sur les autres personnes que le CEO, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a que lui qui reste à la fin. C'est le dernier survivant. Dans toutes les boîtes, tout le temps, historiquement, et ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin des temps. Parce que le CEO, c'est un profil généraliste, stratégique, de leadership, mais c'est pas un spécialiste qui a nécessairement vu tout ce qui allait se passer plus tard. Alors que quand tu es en sales et que tu veux passer de 20 à 100 millions d'ARR, ton head of sales, ça peut être n'importe qui. De toute manière, il faut qu'il dégage et que tu en prennes un autre. Parce que la probabilité que cette personne-là soit la bonne et soit capable d'avancer avec la boîte pour la faire progresser jusque-là, elle est proche de zéro, il y en a très 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 peu. Donc cette personne, à un moment donné, va se faire supplanter. Voilà, tu la vires pas, mais elle va avoir un N+1 qui est quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a tous les réflexes qu'il va le faire. C'est pareil en tech, c'est pareil en marketing, c'est pareil partout. Et donc, les fondateurs ne perdurent pas dans ce schéma-là. Jamais. Ouais. Je reviens sur les secteurs sur lesquels tu investis, parce que 2 secteurs aussi qu'on n'a pas mentionnés, et ça m'intéresse. Le premier, c'est le service. Oui. Il n'y a pas de levée dans le service. On est d'accord? Il y a des levées, il n'y a pas de levée venture. Il y a des levées avec des fonds de cap dev qui investissent dans des boîtes rentables. Et qui sont contents de se dire que c'est des boîtes qui vont grossir, puis générer du dividende, et voilà. Ou dans le cadre de LBO. Les mecs prennent de la dette et utilisent le cash qu'ils génèrent avec la boîte pour rembourser la dette, tout en s'enrichissant personnellement, en gardant 100% de la boîte. Ça arrive souvent. Ok. Deuxième secteur, le média. Et dans le média, ce que j'entends par là... Tire-moi une balle. Vas-y. En fait, ce que j'entends par le média, c'est un peu le nouveau média. Tu penses à quoi quand tu dis nouveau média? Les créateurs de contenu. Ok. Moi, c'est une question que je me pose, tu vois, aujourd'hui, ils ont tellement de pouvoir. Je prends l'exemple de MrBeast, qui est numéro 1, tu vois, qui a eu une proposition, on a entendu parler, il a eu une proposition de rachat, 1 milliard, qu'il a refusé, blablabla, tu vois. Oui. Je me dis... Tu sais pourquoi il a refusé? Non, ça, je sais pas. Parce que une fois que tu peux pas vendre ton âme, c'est impossible. Ouais. Tu pars en dépression le lendemain. Un fondateur de Minecraft, c'est horrible. Le mec a tué 2 milliards, le lendemain, il était le mec le plus misérable du monde, quoi. C'est l'angoisse absolue. Il y a des trucs, Est-ce que, du coup, est-ce que tu n'investirais pas dans un créateur de contenu? Je l'ai fait. Ouais. Pourquoi? Pour apprendre. Ok. Tu vois. C'est une bonne raison. C'est une raison. Et parce que je voulais voir si un créateur de contenu pouvait aller au-delà de sa propre personne pour créer une équipe pour aller plus loin, quoi. Et je pense pas que ce soit impossible, mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment le sens de ce qu'on fait en venture. Ouais. Tu le refais?
Bah, aujourd'hui, non, j'en ferai pas. Je suis content d'avoir fait. C'est un entrepreneur qui se débrouille très bien, voilà, qui est très sympa et tout, mais je pense pas que ce soit mon métier, quoi. Mais j'apprends avec ça. Je suis content pour ça. Ok. Si t'investis chez moi, t'attends quoi de moi? Que tu progresses, et que tu sois honnête et que tu sois sympa. That's it. Ouais, tu sais que mon futur dépend pas du tien. Le tien ne dépend que de toi. Donc, moi, je suis pas là pour te créer la misère ou te mettre des expectations débiles. D'abord parce que je suis un seed investor, donc j'avais si peu d'argent très tôt. Donc on va le perdre souvent et c'est pas la fin du monde. Je suis pas là pour mettre 50 millions chez toi. Donc je suis pas là pour te mettre de la pression débile. Je suis là pour te mettre une pression saine. T'as pris une responsabilité en prenant notre argent. Fais du mieux que tu peux avec toute la bonne volonté, l'ambition, le commitment qu'il faut. Et ça se passera bien ou pas. Tant que tu progresses, ça se passera bien. Pour toi. Ouais. Et si ça se passe pas bien pour moi, c'est pas grave. Si on part du principe que moi je te fais confiance, tu vois, en tant qu'investisseur, et tu m'as demandé d'aller chercher d'autres investisseurs, tu vois, pour que je récupère 500 000 euros, il faut que je fasse attention à quoi chez les investisseurs que je vais aller chercher? Il n'y a pas beaucoup de connards quand même. Donc pas besoin de faire attention à 1000 choses. Mais voilà, entoure-toi de gens qui sont bien intentionnés. Et des gens qui veulent pas prendre ta place et qui veulent pas t'apprendre la vie. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui a l'humilité de poser les bonnes questions, de donner son avis quand on lui demande, et quand il pense qu'il faut qu'il lui donne. Mais il y a une manière de le faire. J'ai des investisseurs que je dis qui sont très maladroits dans la manière dont ils échangent avec les entrepreneurs, et ça crée beaucoup de défiance et de problèmes de communication, quoi. C'est dommage. Donc, des gens avec qui t'as du fit. Première chose. Une fois que t'as fait cette liste-là, tu regardes la qualité de la firme, et dans la qualité de la firme, c'est aussi important à quel point la personne avec qui tu as eu un fit est ancrée dans cette firme-là. Si tu as eu un fit avec un junior dont tu penses qu'il est meilleur que la firme et que dans 2 ans il y sera plus, c'est un peu chiant. Ouais, faut envisager le truc long terme. Bah, c'est mieux, ouais, je pense. En tout cas, pose-toi la question. Et tu vois, tu mentionnes un truc intéressant aussi, c'est la distinction, la personne avec qui j'ai l'entretien et la firme. Oui, parce que une firme est composée d'individus différents, complémentaires, qui se challenge. L'objectif de l'organisation, c'est que malgré cette différence, elles soient meilleures ensemble à prendre des décisions que individuellement. Et malgré le fait qu'on sait que dans le venture, c'est pas le consensus qui fait les meilleurs deals. Donc, tu vois, c'est toujours un jeu complexe. Et il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux, parce que tu te retrouves avec un individu que t'aimes bien, qui s'en va, et que c'est la firme, tu vois, qui reprend le board seat, et que c'est quelqu'un d'autre qui vient à ton board, et que tu t'entends pas avec cette personne, ou tu t'entends pas, ou que vous avez pas les mêmes valeurs, ou que ça fit pas, c'est chaud, quoi. Ça veut dire que tu vois, ce que tu récupères, c'est comme si tu vois, tu pousses ta copine, et puis au bout de 3 ans, tu dis je me casse, voilà ma sœur. Je voulais pas ta sœur, hein, genre ta sœur bonne, et en fait c'est pas ça le deal. Ah si, mais c'est obligé. Attends, comment ça c'est obligé? J'ai pas compris là. Ouais. C'est pareil, c'est chaud. C'est-à-dire que en fait la personne part, et en fait on te brute force la personne supplémentaire, quoi. C'est en axe. Ouais, mais j'ai l'impression que la firme c'est un peu le label qualité. C'est un peu un espèce de label qualité, oui. Mais après il faut surtout que t'aies le fit avec la personne. J'ai l'impression que c'est un peu ce que t'es en train de décrire. Oui, mais tu regardes l'adéquation entre la firme et la personne, et pose-lui la question. Je pense que ça vaut le coup. Ouais, directement poser. Parce que si ça se trouve, à un moment donné, t'auras sur ta shortlist 10 personnes avec qui tu t'entends bien, tu pourras en choisir que 8. Les 2 qui dégagent, c'est ceux dont tu penses que l'adéquation avec la firme n'est pas bonne. Ou alors il faut que tu aies un deal particulier avec eux qui font que quand ils s'en aillent, je sais pas ce que tu fais de la ligne de la firme, quoi. Mais ouais, je pense que c'est important. Ok. T'as mentionné que toi tu kiffais le consumer. Effectivement, Zenly, j'adore. Beryl, voilà, bien sûr. Une petite casquette Beryl. Pourquoi tu kiffes? Ah, pourquoi je kiffe? Je kiffe parce que dans le consumer, d'abord, ça touche tout le monde. Donc moi, mes enfants, tu vois, mon aîné, il a 12 ans, il va à l'école. Tu vois, les autres copains du lycée, lui, il est un peu jeune, 12 ans, mais tu vois, ils utilisent Beryl. Il est trop fier. Tu vois, genre, son papa, il investit dans Beryl, quoi.
Le week-end dernier, il y avait Alexis, fondateur de Biril, à la maison. Tu vois, alors, il est trop content. Donc il y a quelque chose où ça touche la vraie vie des gens avec qui tu vas dîner ou déjeuner ou que tu vois et tout. Donc ça c'est fascinant. L'autre truc qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de limite à quel point ça peut être énorme. Et après, j'aime parce que c'est une bataille compliquée. Et en fait, les batailles à gagner, elles sont sympas parce qu'elles ont été dures, parce que t'en as chié, quoi. Les consumer, qu'est-ce que t'en chies. La majorité des deals, c'est dur. Et même quand ça marche, c'est dur. Tu vois, une boîte comme Biril, ça marche. Mais c'est dur. Et c'est dur depuis le jour 1. Le premier jour, c'est dur. Parce que tu te rends compte que t'as 2 personnes dans la boîte et que tout d'un coup, il va falloir qu'ils apprennent à recruter, à embaucher, à faire tourner le truc. Après, c'est dur parce que t'as des problèmes de bugs pendant l'été qui sont insupportables. On parle de l'été 2021. Après, c'est dur parce que suite aux bugs, en fait, la croissance, elle est un peu flat. Donc, pendant quelques mois, c'est un peu traversé du désert. Tu dis, qu'est-ce qui va se passer? Après, c'est dur parce que ça take off aux États-Unis et que il faut gérer la croissance aux États-Unis et que c'est hyper compliqué. Après, c'est dur parce que tu te rends compte que on est je sais pas combien dans la boîte. En fait, il faut qu'on soit le double d'ici 12 mois, etc. En fait, c'est tout le temps dur, quoi. Tu cours derrière le... Quand ça marche pas, bon, tu te fais chier. Quand ça marche, putain, tu cours derrière, tu te fais mal, hein. Et il faut pas se laisser griser par le succès du consumer parce que c'est jamais gagné, ça peut être éphémère. Biril, c'est extraordinaire et les gens sous-estiment énormément ça, je trouve. C'est un mouvement, tu vois. Tu vas aller regarder les réactions sur Twitter, il y a quelques personnes qui ont fait des vidéos et tout. C'est même au-delà de Biril, mais c'est au-delà de Biril aussi parce que Biril, c'est resté Biril alors qu'on avait dit au fondateur, que des gens avaient dit au fondateur plusieurs fois, change de nom. Ah ouais. Et oui, parce que c'est trop fonctionnel, parce que c'est purement anglophone, alors que pour l'instant t'es en train de lancer en France, je sais pas où, qu'est-ce que tu vas faire quand tu fais... Enfin bref, il y a mille choses, quoi. Et ça, c'est fascinant. Et en fait, ouais, le brand de Biril, putain, quoi. Et ce truc, c'est... T'aurais voulu le crafter, t'aurais pas pu. Ouais. Extraordinaire. Et c'est la joke, tu vois, c'est qui le stagiaire qui appuie sur le bouton une fois par jour, tu vois. Personne ne le saurait jamais. Cette semaine, j'ai vu que Biril était en trending topic Twitter, parce que c'était 22h et il n'y avait pas encore eu le Biril du jour. Ah, les mecs sont en pétage de câble quand c'est trop tard. Et du coup, les gens tweetaient en disant, mais putain, mais il est quand le Biril? Et je me disais, mais c'est zinzin quand même. Ouais, c'est zinzin. Et c'est fabuleux parce que donc il y a ce principe de réciprocité dans Biril qui n'existe nulle part ailleurs, qui est tu ne peux voir la photo des gens que si tu postes la tienne et inversement. Et c'est qu'une fois par jour. Et donc, à la fois t'as ta dose, et en même temps t'attends la prochaine, mais sans excès. Biril, tu vois, s'il fallait inventer une drogue non addictive, ce serait Biril. Tu vois, c'est dingue. C'est dingue. Ouais, c'est assez fou. On en parlait un petit peu en off avant, mais du coup, t'as investi dans Biril au début. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est si tu peux nous raconter, t'avais vu les entrepreneurs une première fois, il n'y avait pas eu de deal, et c'est à la suite de la deuxième fois que tu les as vus qu'il y a eu un deal. Sur quoi tu t'es basé pour te dire, ok, en fait, là, il y a le timing, et en fait, là, c'est un bon moment. Et... Moi, je les ai vus la première fois en mars 2021. D'ailleurs, j'ai le Biril de ce rendez-vous dans mon téléphone, tu vois, je me rappelle. Excellent. C'était début du Covid, donc c'était pas une période très marrante. Je pense qu'on était un peu... on est tous un peu dans le brouillard, tu vois. Et les mecs te disent, j'envoie une notification une fois par jour et les gens prennent une photo et voilà. Et t'es là, mais mec, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas une boîte, ça, tu vois. C'est même pas un produit. Genre, rappelle-moi quand c'est sérieux. Et je dis maintenant, tu vois, un peu en rigolant et de manière un peu brutale, mais c'était un peu ça quand même, le message. Je trouvais pas ça sérieux. C'est n'importe quoi. Parce que vraiment, ils sont arrivés, ils ont pitché ça, quoi. Ouais, mais je te dis, c'était un moment, on est dans le brouillard. C'est pas un rendez-vous qui m'a marqué. Ouais. Eux, par contre, ça a dû les marquer. Mais même pas, je crois. Tu vois, ils m'ont pas beaucoup reparlé. Il faut que je demande à Alexis, mais je crois qu'il a dû se dire, on nous l'a présenté ce mec-là, c'était peut-être pas le bon moment, il faut qu'on continue à faire notre produit, je sais pas pourquoi on lui a parlé, ça servait à rien. Tu vois, je sais pas, mais ça servait à rien ni pour lui ni pour moi, ça c'est sûr. Juste, ça vous permet de créer un marqueur. Donc, tu vois l'entrepreneur que tu as en face de toi. Un an après, Xavier m'envoie un texto.
qui est en fait un forward d'un message d'un de ses fils qui lui dit on utilise Biril avec des copains, on aime beaucoup, est-ce que tu as vu passer le deal, tu vois. Donc Xavier m'envoie et je lui dis bah tiens, j'ai vu ça passer il y a un an, c'était mignon, mais bon, il n'y avait pas grand chose, je vais faire un petit message à Alexis. Donc je fais un petit message à Alexis, on se reprogramme un Zoom, et en fait le Zoom est assez convaincant. Donc le mec a un peu plus de traction, son discours est plus intelligible, il y a une vision, on est un an post-Covid, et on est à un tournant des réseaux où en fait les gens se sont enfermés sur TikTok et sur Instagram pendant un an, et là c'est un peu genre faut aller respirer dehors, et donc Biril c'est un peu servi à ça. Et puis le coup de bol énorme, c'est que le week-end d'après, donc 3 à 4 jours après, on avait un off-site avec Pierre, mon associé de chez New Wave, donc l'autre fonds qu'on a avec Xavier, à Barcelone. Donc on débarquait avec nos conjoints à Barcelone pour le week-end, et lui, il habitait à Andorre, et donc on l'a vu le samedi, on a passé quelques heures avec lui, et ça a fini de nous convaincre. Dans le même temps, il nous avait envoyé ses chiffres, il avait une rétention de ses utilisateurs extraordinaire, lui, hyper intelligible, très concentré sur sa mission, très humble, en même temps, je pense, la bonne dose d'ambition, beaucoup de justesse, tu vois, chez ce garçon. Et 2 jours après, on a décidé d'investir. Et après, notre job, c'était de l'aider à se staffer, l'aider à trouver ses prochains investisseurs. Et a posteriori, 1 an et demi après, quasiment. Donc, il y a plein de choses qu'on a bien fait. Et il y a aussi une chose qu'on n'a pas bien faite, c'est qu'on n'a pas pris assez de temps pour pointer ce qu'ils savaient pas. En fait, tu finances des entrepreneurs, puis l'entrepreneur, il s'avance avec le flow, et puis après, les nanas et tout. En fait, quand ça va très, 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 très vite, comme une boîte comme ça, comme Biril, il faut que tu les mettes très tôt dans les mains de gens ou avec des advisors qui, en fait, connaissent avant eux quelle est la prochaine étape sur certains sujets, et peuvent les aider à step up. Parce que sinon, t'es toujours en train de courir derrière le prochain milestone. C'est complexe. Hein. Ok. Mais belle histoire. C'est pour l'instant une belle histoire. Ça restera à jamais une belle histoire, et j'espère que ça ira encore plus loin qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Dernière question sur les secteurs, green tech, écologie, tout ça. Bon, on regarde tous les secteurs, nous, ceux-là inclus, avec une appétence particulière pour ceux qui ont un go-to-market rapide. Parce que c'est bien de faire du green, de faire du climat, et il faut que ça impacte les gens vite. Donc ça, c'est un des premiers trucs que tu regardes. Ouais, donc on a financé des réputés entrepreneurs, les fondateurs de Sweep, des gens super. On a financé un autre réputé entrepreneur que j'avais accompagné en levée de fonds il y a plus de 10 ans, qui s'appelle Charles Christori, qui a monté le Fourgon à Lille, avec Top aussi. Tout ça, c'est les gens qui contribuent à améliorer nos vies au quotidien, c'est top. Mais par exemple, on n'a pas financé de quick commerce. Tu vois, te faire livrer tes courses en 15 minutes alors que t'as un Franprix en bas de chez toi, c'est quoi, va te faire foutre. Genre, descends à ton putain de Franprix, quoi. Ça, t'as pas financé? Non. Et au début, on a regardé, on s'est un peu chauffé, on s'est dit, ah, c'est sympa et tout, machin. Et après, on s'est dit, on est en train de financer, genre, peut-être le max de l'aberration de la société actuelle, tu vois, genre. Et en plus, économiquement, oui, tu peux faire tourner un Excel et dire que ça marche. Mais la dernière fois, j'ai commandé un paquet de Malteser à l'hôtel, je vois pas les économies que ça. Tu vois. Et tu vois là, où est-ce que tu positionnes le curseur entre je trouve que c'est vraiment un cancer de la société et économiquement c'est intéressant? Écoute, c'est toujours une fine ligne entre la folie et la stupidité, entre l'ambition et l'avarice, tu vois. Je sais pas, c'est compliqué. J'ai pas une bonne réponse à ça. On est toujours tiraillé dans les paradoxes de l'envie de bien faire et notre goût du vice, tu vois. Tu me dis, ah, regarde, il y a une super grosse voiture de sport, tu peux essayer sur circuit, je vais pas dire, ah non, j'ai pas envie, j'ai fait mon calcul d'émission de CO2, il faudrait que j'aille planter un arbre demain, à tel endroit, non, ouais, ça va m'exciter un peu, en fait, ouais, j'ai envie, tu vois. C'est dur. Là, tu vois, c'est con, par exemple, t'as envie de voyage. Quand je fais que t'as envie de voyage, je dis, putain, je vais
un avion, machin. On est dans des régions, dans des lieux en Europe où le train circule partout, il y a plein d'endroits magnifiques. Qu'est-ce que tu vas aller te faire chier en Tanzanie et faire un safari? Est-ce que tu as besoin de ça dans ta vie? Non. Est-ce que tu as envie de le faire? Peut-être, tu vois. Non, c'est chaud, c'est chaud. Et après, il y a un autre truc, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dont la mission est d'impacter positivement le monde, et qui en oublient que les plus grands philanthropes sont des milliardaires, et pas l'inverse. Oui. Et donc, moi, je souhaite à tous ces gens d'être aussi riches que Warren Buffett et d'en donner la totalité de leur fortune à des associations qui aident à régler les problèmes du monde. Après, personne n'a fait le calcul. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un dessine. Tu vois, donc Warren Buffett, il a des stakes dans Apple, Coca-Cola, machin. Si c'était pas lui, ce serait quelqu'un d'autre. Donc, tous discutent, tu vois. Le monde n'avait pas besoin de Warren Buffett pour grandir. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est comme si, en fait, il investissait dans ces boîtes dont l'impact sur l'environnement était merdique, et que tous les proceeds qu'il allait récupérer demain, il les réinjectait chez d'autres pour recycler la merde, quoi. Et j'ai l'impression qu'on fait quand même plus vite de la merde qu'on de la ramasse, et donc je sais pas si on va y arriver à régler ce problème. Enfin, en tout cas, ça va être un peu différent. Mais tu vois, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que tu vois, typiquement, Arthur Obeuf, Time for the Planet. Ouais. Une fois, il avait fait un post LinkedIn en disant, je veux surtout pas être millionnaire, etc., etc. C'est vraiment pas quelque chose que je me souhaite. Et moi, je lui avais dit, bah, moi, c'est quelque chose que je te souhaite, en fait. Parce que cet argent, t'as une vraie vision. Et donc, en fait, tu vois, tu pourrais utiliser, déployer cet argent pour, t'en penses quoi? Ouais, je pense, je devrais pas dire ça parce que c'est politiquement très incorrect. Je pense que ça fait, tu fais à force de batailler pour ça, tu vois, sans avoir ton ambition pour toi-même, ça fait des réactionnaires dangereux, je pense. Tu vois, ça fait des mecs qui campent devant des raffineries pendant des semaines, probablement autant parce que ça les occupe que pour la mission. C'est dangereux. Donc est-ce que ce que tu veux dire, c'est que du coup, il faut vraiment une ambition personnelle pour avoir la capacité de vraiment avoir un impact sur le goût de la compète. Ouais. Tu vois, si tu te dis non, j'ai pas envie d'être millionnaire, en fait, peut-être que regarde, tu vois, mais la question qui se pose, c'est, tu vois, est-ce que t'as envie de gagner, quoi? Genre, c'est quoi ton goût pour la compète, quoi? Faut avoir la niaque. Dernière question. Ouais. C'est quoi un mauvais entrepreneur? C'est quelqu'un qui progresse pas. Du tout. C'est quelqu'un qui pense écouter alors qu'il n'écoute rien. C'est quelqu'un qui pense récupérer l'information et la traiter correctement alors que son CPU en fait fonctionne à l'envers. Il y en a quelques-uns. Hein. Et probablement que le plus mauvais entrepreneur, les vrais mauvais entrepreneurs, c'est ceux qui s'acharnent à l'être alors qu'ils ne le sont pas. Et je pense pas qu'on soit tous entrepreneurs. Moi, je me définirais pas comme un entrepreneur. Je déteste le management. Je suis une impatience viscérale. J'ai besoin de faire 20 trucs à la fois. J'ai pas d'obsession particulière à part les gens que je finance pour faire un truc en particulier. Je ne le serai pas, tu vois. Jamais. Et les gens me disent, un jour, est-ce que tu seras un entrepreneur? Non, j'ai le meilleur job du monde. Je suis bon dans ce que je fais. J'adore. Je bosse avec le mec le plus puissant d'Europe sur le sujet. Je vais faire autre chose, quoi. Donc voilà. Excellent. Merci Jean. Merci à toi. Et du coup, on se reparle bientôt pour un deal, c'est ça? Exactement. Salut mon vieux. Si vous avez kiffé l'épisode, eh bien mettez 5 étoiles, le petit like sur YouTube, tout ce qui va bien, et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!